Bonjour Armande, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui en ligne. On est un audio en direct, donc sur la télé de Fabiola, et tu vas nous apporter un enseignement très enrichissant pour un grand nombre de personnes. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Armande de Vachon, j'ai 41 ans et j'habite à côté de Montréal, au Canada. Quand on s'est vu à Montréal il y a quelques semaines, tu avais émis le souhait de donner au monde des enseignements ou tout ce que tu as appris, ce que tu vis actuellement. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vis actuellement? Alors, au mois d'octobre 2016, j'ai eu un diagnostic de cancer du poumon avec une espérance de vie assez limitée selon les statistiques. Ensuite, j'ai eu des traitements de chimio et de radiothérapie pendant environ 1 mois et demi. Et récemment, j'ai dû passer des scanners pour voir si les traitements avaient été efficaces. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je dois avoir un suivi tous les 3 mois pour vérifier où en est la tumeur. Alors, le cancer que tu as, c'est un cancer du poumon et on l'a pris à quel stade? C'est un cancer du poumon au stade 3, ce qu'ils appellent un stade 3B, c'est-à-dire qu'il y a une tumeur au niveau du lobe dans le poumon et qu'il y a aussi des ganglions qui sont atteints au niveau des bronches et de la trachée. C'est la raison pour laquelle c'est considéré comme un stade 3. C'est ce qu'on appelle un adénocarcinome, c'est un cancer qui n'est pas lié à la prise de tabac ou bien à des conditions de travail avec des produits chimiques. Donc, clairement, tu n'as pas du tout le cancer du fumeur, c'est un autre et tu ne fumes pas. Tu n'as jamais fumé. Voilà, c'est ça. Et en faisant des recherches un petit peu et en discutant avec les médecins, il s'avère que c'est un cancer qui est en forte augmentation en fait dans la population, qui touche des gens un petit peu comme moi, c'est-à-dire des gens qui pensent prendre bien soin de leur santé, que ce soit physique ou mentale, et qui ont une alimentation équilibrée, qui font de l'activité physique. Et c'est un cancer qui vient nous rappeler que ça peut arriver à n'importe qui. Et que oui, on peut avoir des façons d'essayer de prévenir cette situation, mais que parfois la vie nous apporte sur un chemin qui fait que il faut faire face à ça et qu'on est protégé de rien du tout, même en faisant de notre mieux. Quand on a posé sur toi ce diagnostic au mois d'octobre, comment tu t'es sentie et comment tu as réagi? En fait, je pense que on réagit un peu à ça, en tout cas moi. J'ai réagi un peu comme dans les phases du deuil, quand on parle du déni, de la colère, du marchandage, de l'acceptation. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti, parce qu'au départ, c'était impossible que ce genre de choses puisse m'arriver. Ensuite, la colère, pas trop, parce que j'ai déjà eu un cancer de quelqu'un de proche dans ma famille et j'avais déjà épuisé mon énergie dans ce sentiment de colère et d'injustice, et je savais que à part prendre mon énergie, ça ne m'apporterait rien de bon. Donc tranquillement, je m'en suis allée vers le marchandage, parce que je me disais ok, je veux bien assumer cette maladie, mais ça veut dire que les gens autour de moi vont être préservés. J'ai vite compris que il n'y avait pas de marchandage possible à ce niveau-là, et que donc je suis rentrée un petit peu dans la phase d'acceptation. Au départ, je m'inquiétais beaucoup pour les gens autour de moi, parce que un diagnostic de cancer ne touche pas juste la personne qui a cette maladie, mais vraiment tous les gens autour. Et j'ai trouvé ça très difficile d'informer les gens autour de moi, parce que j'avais bien conscience, que je venais leur rappeler que on est tous mortels, et que ça leur faisait de la peine, parce que quand les gens nous aiment, ils nous souhaitent le meilleur. Donc ça, j'ai trouvé ça très difficile, mais ça m'a fait réaliser que je pouvais pas assumer en fait les émotions des gens autour de moi. Il fallait que je fasse confiance à la vie, à leur capacité de gérer ces émotions-là. Je me suis rendu compte aussi qu'en me projetant dans l'avenir et en essayant un petit peu de vouloir tout gérer, tout planifier pour un avenir où je ne serai plus là, j'étais plus dans le moment présent. Que dans le fond, me projeter, ça ne m'apportait que de la souffrance.
Et ça me montrait aussi que je n'avais pas le contrôle sur ce qui allait arriver. Donc ça me mettait dans une situation où je me sentais un petit peu perdue. Alors j'ai choisi de rester dans le moment présent, parce que dans le moment présent, il n'y avait pas de souffrance, parce qu'au moment du diagnostic, moi je n'avais aucune douleur, aucune souffrance. Et dans le moment présent aussi, il n'y avait pas d'angoisse. Donc j'ai essayé de profiter de tous les instants que j'avais à profiter, que ce soit avec ma famille ou lorsque je prenais le temps d'aller me promener, tout simplement aussi en faisant quelque chose à la maison et en essayant de rester consciente à ce que je faisais, en essayant de focaliser mon attention sur ce que j'étais en train de faire. Et c'est ce qui m'a permis de rester relativement sereine, en même temps que je préparais les traitements à venir en prévoyant les gens qui allaient pouvoir m'aider, en préparant tout l'aspect financier, etc., pour m'assurer que ma famille n'aurait pas de difficultés. C'est ce qui m'a aidée, et il y a une phrase que j'ai entendue qui m'a beaucoup plu, c'est que on espère le meilleur, mais on se prépare quand même au pire. Et je pense qu'en se préparant, ça me permettait aussi d'avoir l'impression que je contrôlais certaines choses et que je prenais soin des gens aussi autour de moi, tout en prenant soin de moi, parce que je savais que une fois les traitements commencés, je n'aurais plus l'énergie ni la possibilité de m'inquiéter pour les autres. Donc, en planifiant tout ça, je m'accordais le droit après de ne penser qu'à moi. D'accord. Tu es donc mariée, tu as 3 enfants. Comment tu l'as annoncé à ton mari? Comment est-ce qu'il a pris cet ovni qui est rentré dans votre vie? Et comment est-ce que tu as eu le courage de le dire à tes enfants? Dans un premier temps, j'ai été en arrêt de travail, donc en sortant de la clinique du médecin qui venait de m'annoncer que il avait vu une masse à mes radios, que j'avais d'autres examens à passer. Donc la première chose que j'ai fait évidemment, c'est appeler mon conjoint. Donc on avait fait le choix initialement de ne pas en parler aux enfants en attendant d'avoir le diagnostic. On s'est dit que c'était pas la bonne solution, que la vérité vaut toujours mieux que les cachotteries, les mensonges, même si on pense que c'est pour le mieux de nos enfants, parce qu'au détour d'une conversation téléphonique, d'un petit papier avec un rendez-vous chez le médecin qui traîne, on s'est dit que ça allait angoisser les enfants plus qu'autre chose. Donc on a choisi de dire aux enfants que j'avais peut-être quelque chose au poumon, qu'on ne savait pas encore ce que c'était. Ensuite, on leur a promis d'être honnête avec eux, de leur donner les informations. Donc mon conjoint a été là pour tous les rendez-vous et pour le diagnostic lorsqu'il a été posé, ainsi que pour les rencontres avec les médecins qui prévoyaient les traitements. Quand on a été sûr de ce qui s'en venait, en fait, on a fait une rencontre officielle avec les enfants pour leur expliquer que effectivement j'avais un cancer. On leur a pas parlé du stade ni des statistiques peu réjouissantes. On a choisi d'axer notre discours sur les traitements qui allaient être faits pour me soigner. Leur expliquer aussi qu'on avait toute confiance dans la médecine et que tous les jours il y a des nouveaux traitements qui sortaient et que ça allait être très difficile pendant quelques mois, qu'on allait avoir du monde à la maison parce que les gens seraient là pour nous aider et que on comptait sur eux pour être un petit peu plus autonomes et nous aider, mais que surtout le plus important ça allait être de prendre soin d'eux, parce qu'en tant que maman on prend soin de nos enfants, mais que cette situation-là en particulier allait faire en sorte que je ne serais pas disponible pour eux et que leur papa allait faire de son mieux, mais que lui aussi c'était difficile pour lui. On leur a expliqué que la façon qu'ils pouvaient avoir de prendre soin d'eux, c'était de continuer à voir leurs amis, c'était de continuer à faire leurs activités, et que un diagnostic de cancer, ça voulait pas dire qu'on s'enfermait à la maison et que on pleurait toutes les larmes de notre corps en se disant qu'on était vraiment pas chanceux dans la vie et que voilà. La façon dont ils nous ont vu réagir avec leur père, en sachant que oui c'était difficile, mais que mon conjoint a continué à travailler, que je continuais à avoir des amis, que je continuais à faire des activités que j'étais capable de faire, ça les a rassurés beaucoup. Et je pense que les enfants aussi sont beaucoup plus dans le moment présent que les adultes, donc ils nous ont aussi donné une belle leçon de vie. Parce que oui, l'inquiétude, les pleurs, les câlins, mais la vie reprend plus vite ses droits, je dirais, avec les enfants et la normalité. Donc c'est finalement eux qui nous ont aidés et accompagnés à être vraiment dans le moment présent. Est-ce que tu as eu des questions de tes enfants compliquées?
Par exemple, si tu meurs, qu'est-ce que je vais devenir? Quand tu seras morte, on va faire quoi? Est-ce que tu as eu des questions de tes enfants qui ont été compliquées pour y répondre? Compliqué au niveau émotif, oui, parce que c'est sûr que un de mes enfants m'a demandé, bon, est-ce que tu vas mourir? Alors, je lui ai répondu qu'on meurt tous à un moment donné, mais que c'était pas dans mes plans à court terme, que si justement j'acceptais de faire des traitements, c'était pour vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. Alors c'est sûr que c'était pas facile de répondre à ça, parce que son inquiétude c'était est-ce que je vais perdre ma maman bientôt? Mais je pense qu'elle a été rassurée du fait que je lui explique que c'était pas à l'ordre du jour. Elle avait aussi une inquiétude au niveau je dirais plus logistique, effectivement, de dire qu'est-ce qui va nous arriver si tu meurs. Donc c'était assez facile pour moi de lui expliquer que elle serait entourée de toute façon, parce qu'elle a vu l'élan de solidarité et d'amour qui s'est tissé tout autour de notre famille. Donc j'ai pu lui faire prendre conscience que une maman c'est important, mais ce n'est pas tout dans la vie, et que pour se construire on a parfois des adultes autour qui sont tout aussi aidants. Donc ça a été pour moi plus facile de lui expliquer que il y aurait toujours quelqu'un pour prendre soin d'elle, que son papa serait là, que son frère et sa sœur seraient là aussi. Donc ça a été aidant. On connaît aussi des gens autour de nous, des enfants qui ont perdu leur maman et qui, grâce à la présence aimante de leur papa, des grands-parents, des cousins, cousines, continuent à avoir une vie, je dirais, relativement normale, et continuent surtout à se construire et à grandir. Je pense que ça a rassuré mes enfants. Ça a été aussi de leur montrer que nous, en tant qu'adultes, on se donnait le droit de pleurer quand ça allait pas bien. On ne se cache pas devant les enfants. Donc, de leur montrer que on a le droit de vivre nos émotions en famille, qu'on n'est pas obligé de se cacher, et que ça ne donne rien de faire semblant, de faire croire que tout va bien quand on n'est pas en forme, et que la cellule familiale sert à ça aussi, de leur montrer que on peut être vulnérable en tant qu'adulte, et que d'accepter cette vulnérabilité, d'accepter de pleurer, d'accepter de dire à son enfant je sais pas ce qui m'attend, mais ce que je sais c'est qu'au quotidien je vais continuer à t'aimer et je vais continuer à faire de mon mieux. Je pense que ça les a rassurés sur le fait que on allait continuer à être vrais les uns envers les autres, et que c'était ça le plus important. Est-ce que tu as eu à leur expliquer le deuil? Non, parce que plus à mon aîné en fait. Quel âge ont tes enfants pour qu'on voit? J'ai une enfant de 15 ans, un autre de 11 ans et une autre de 7 ans. D'accord. Alors à qui est-ce que tu as expliqué le deuil? En fait à ma fille aînée. D'accord. Parce que évidemment Internet c'est bien, mais ça permet aussi d'avoir des informations que parfois on ne voudrait pas qu'ils aient. Donc pour ma fille aînée, j'ai préféré être honnête envers elle, lui expliquer que le cancer que j'avais était difficilement guérissable, qu'on pouvait essayer de contrôler la tumeur, mais qu'en termes de guérison, c'était pas vraiment le mot qui s'appliquait dans mon cas. C'est sûr que sa question ça a été quand est-ce que tu vas mourir? Donc je lui ai expliqué le deuil en lui rappelant que moi j'en avais vécu un d'une amie très chère qui est décédée. Il fallait pas avoir peur d'en parler, et que le deuil c'était pas un grand trou noir dans lequel on tombe et duquel on ne sort jamais, que le deuil c'est un chagrin et que le temps qui passe permet de cicatriser. Alors quand on a une cicatrice, elle est toujours là, tout le monde peut la voir, mais on est capable de continuer notre vie. Alors que si c'est ça qui devait arriver, que si elle devait perdre sa maman, elle allait se rendre compte que y avait beaucoup de gens autour qui pouvaient prendre la relève, que personne autour ne remplacerait la relation que nous avions, mais qu'elle allait pouvoir aller chercher chez chaque personne autour d'elle ce dont elle avait besoin. Alors c'est sûr que c'était pas facile à dire, ça s'est fait aussi beaucoup dans les larmes, mais beaucoup dans l'amour aussi. Dans l'amour, et comme je lui ai expliqué, je tiens beaucoup à la vie, dans le sens que j'aime la vie, et que c'était une façon pour elle aussi de m'honorer, que de continuer à aimer la vie et à construire son avenir. Parce que c'est sûr que quand on a une adolescente à la maison, mais la crainte c'est que en lui montrant en fait par la maladie que
la mort, ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. Ma crainte, c'était qu'elle fasse une dépression, qu'elle tombe en découragement, ou qu'elle considère que la vie ne valait pas la peine d'être vécue pour avoir des souffrances et des deuils à traverser. Donc c'était vraiment le discours que je voulais qu'elle entende de ma part, que moi je considérais que si j'avais à mourir, en fait, dans un sens, elle était mon immortalité ainsi que mes 2 autres enfants, parce que j'allais continuer à vivre à travers eux pour l'amour qui continuerait à me porter, et par la construction qu'ils faisaient d'eux en tant qu'adultes, à travers laquelle ils pourraient retrouver les valeurs qui étaient importantes pour moi. Donc c'est comme ça qu'on a pu discuter du deuil avec ma fille et que j'ai pu lui expliquer ma vision de ce que c'était pour moi la mort, qui est pas du tout une fin en soi, mais qui est un renouvellement un petit peu de mon corps physique. Et puis en ce qui concerne mon âme, c'est de laisser dans chaque être qui m'a connu et qui m'a aimé une parcelle de moi qui fait que je deviens immortelle dans le souvenir des autres. D'accord. Au niveau de la vie après la mort, est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé, du fait qu'on t'ait annoncé un diagnostic assez compliqué? Quelle est ta vision, toi, personnelle, de la vie après la mort? Alors aujourd'hui, parce que je pense que c'est des choses qui évoluent en fonction de la proximité de l'échéance, je dirais. Donc aujourd'hui, en fait, pour moi, la vie après la mort, je considère que mon corps reviendra à la nature. Donc tous les atomes, les molécules, les électrons, les neutrons qui me constituent, en fait, seront restitués à la nature. Que c'était finalement juste un emprunt pour un certain temps donné. Et que cela, en fait, fera de moi quelqu'un qui va se disséminer, en fait, à travers le monde pour aller renouveler une forme de vie. Donc c'est aussi avec cette discussion que j'ai eue avec ma fille qui me donne aussi beaucoup d'espoir ou de sérénité, parce que c'est pas une fin en soi, c'est un renouvellement. Je n'ai pas d'attente ni d'espérance particulière par rapport à la vie après la mort, à ce que mon éducation chrétienne a pu me laisser entendre sur le paradis, etc. Parce que peut-être j'ai décidé de faire du moment présent mon paradis à moi. Aujourd'hui, c'est ça, la vie après la mort, c'est plus une reconstruction, un renouvellement. Au niveau comme je disais, de mon âme, c'est la survie de mon souvenir à travers tous les gens qui m'aiment. D'accord, j'adore la phrase « J'ai décidé de faire de mon moment présent mon paradis à moi ». Je la relève parce qu'elle est vraiment excellente. Est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu les traitements? J'avais une idée bien précise de comment je voulais vivre les traitements. Je suis quelqu'un de très contrôlant et qui prévoit beaucoup de choses à l'avance. Alors j'avais décidé que je n'aurais pas d'effet secondaire et que j'allais traverser les traitements comme un enfant qui court dans un champ de fleurs. Ça n'a pas été le cas. Ça a été pour moi une grande déception et en fait j'ai considéré ça un petit peu comme une défection de mon corps par rapport à ce que j'avais prévu dans ma tête. Alors ça a été très difficile et très douloureux. Ensuite, j'ai réalisé que là encore je n'avais pas le contrôle et que plus j'allais m'obstiner contre mon corps physique qui me disait qu'il était en souffrance et qu'il allait pas bien et que je serais dans le déni de dire c'est pas ça que j'ai prévu moi. Je veux rester capable de m'occuper de tout, de gérer tout, je serai en conflit et que là encore, c'était une grande dépense d'énergie complètement inutile. Donc, mon corps m'a parlé très fort parce que je pense que j'étais un petit peu sourde à ses besoins et il a dû se rendre très loin dans la douleur pour que j'accepte de lâcher prise. J'accepte de lâcher prise, j'accepte de m'en remettre aux gens autour de moi. Et je reviens à ça, tout ce que j'avais prévu ou mis en place lorsque j'ai reçu le diagnostic, j'ai pu me laisser aller dans la confiance que les gens autour de moi allaient se mobiliser en fait pour pallier mon absence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et me rendre compte aussi que en confiant mes différents rôles aux gens autour de moi, c'est-à-dire mon rôle de mère, de maman,
Au niveau du travail aussi, ça faisait longtemps que j'avais lâché prise, mais tous ces masques sociaux qu'on porte et qui nous définissent un petit peu, mais moi tranquillement, ces masques-là, ils sont tombés et il n'est resté que Armande et son corps. Les traitements, la douleur, finalement, je ne les ai pas gérés. J'ai appris à accepter ce qui était. J'ai appris à me concentrer en fait sur ma respiration parce que je me suis rendu compte dans les moments intenses où ça n'allait pas bien et où j'avais l'impression que je ne survivrais pas au traitement, que la seule chose sur laquelle je pouvais me focaliser, c'était ma respiration. Et en faisant ça, j'arrivais à calmer le mental qui s'emballait beaucoup, là, comme un hamster dans sa roue. Et ça me permettait aussi de prendre conscience de toutes les parties de mon corps qui n'étaient pas en souffrance. Et peu importe que ce soit mon petit orteil gauche ou mon oreille droite, ça me faisait prendre conscience que oui, il y avait de la souffrance, mais qu'elle n'était pas partout. Et que il fallait que je fasse confiance en la vie, il fallait que je fasse confiance aussi en la médecine, et que je garde espoir qu'un jour ça allait s'améliorer. En fait, ma respiration est devenue ma meilleure amie. Et ma meilleure arme aussi par rapport à toutes les angoisses qui pouvaient m'assaillir, parce que le scénario en fait que j'avais prévu d'un traitement indolore et facile, c'est pas ce qui m'est arrivé. Et grâce à la respiration, je suis restée dans l'instant présent. Je me posais pas la question de savoir est-ce que ça va aller mieux dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine. C'était de me dire mais chaque respiration que je fais, c'est un moment qui passe et que je laisse derrière. Et je me concentre sur ce qui est là en ce moment. C'est comme ça que tranquillement j'ai pu passer à travers les moments les plus douloureux pour ensuite pouvoir profiter des instants où ça allait mieux, pour ensuite savourer les moments où j'étais capable de me lever et ensuite remercier la vie parce que j'ai tranquillement pu reprendre ma place au sein de la famille et remercier et être reconnaissante envers tous les gens qui ont été là en fait pendant la durée des traitements. Alors combien de temps ont duré les traitements et combien de temps tes parents, ta famille, tes amis, tes collègues ont été là pour t'aider quand tu n'étais pas capable toi de t'aider? En fait, j'ai eu la chance d'avoir mes parents pendant toute la durée des traitements qui ont duré 1 mois et demi. J'avais de la radiothérapie tous les jours et de la chimiothérapie 1 fois par semaine. Dès que la chimiothérapie en fait m'a rendue malade, mes parents ont été là pour prendre la relève, tout ce qui relevait de la logistique familiale. J'ai reçu aussi beaucoup de messages de collègues, d'amis. Puis parfois c'est pas grand chose, mais simplement un petit texto pour dire aujourd'hui je pense à toi, je suis allée marcher, j'espère que tu as profité du soleil. Tous ces messages-là qui m'ont fait dire que je comptais pour les gens. Et pour moi, ça a été un baume, en fait, de me dire, mais il y a des gens, pas qui comptent sur moi parce que ça me mettait une forme de pression de devoir absolument aller bien, mais de me rendre compte que les gens, ils m'aimaient aussi quand je faisais rien pour eux. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu en essayant de prendre soin des gens, c'est quelque chose qui est important pour moi. Là, tout d'un coup, je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai vécu ce que c'était de qu'on prenne soin de moi. Et ça a été aussi tout un apprentissage. Et je me suis rendu compte que c'est pas facile d'accepter l'aide des gens et de pas tout de suite vouloir en retour donner quelque chose ou apporter quelque chose. Et juste d'accepter que on a le droit d'être aimé et que on n'a rien à faire pour ça. Et en même temps, ça m'a amené dans une zone de bienveillance et surtout de reconnaissance envers la vie. Et je me suis dit oui, c'est quelque chose que je peux accepter et qui peut m'aider. Donc les gens autour de moi, en fait, ils ont été là pendant la durée de traitement et encore aujourd'hui de prendre de mes nouvelles, m'envoyer une petite photo. Je suis très 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 reconnaissante à la vie pour ça. Si j'ai un souhait pour l'ensemble des gens, c'est de se rendre compte qu'on baigne dans l'amour des gens et de l'accepter et de dire que ça fait partie aussi du processus de guérison de la maladie, mais aussi de guérison de toutes les petites, tous les petits bobos qu'on traîne depuis l'enfance, toutes les plaies mal cicatrisées, Tu parles des douleurs émotionnelles? Je parle des douleurs émotionnelles, effectivement. Et ce que moi, ça m'a apporté, en fait, cette toile d'amour, parce que je disais aux gens, j'ai l'impression
j'ai l'impression en fait d'être tombée dans une toile d'araignée, ce qui m'empêche de la traverser, cette toile, et de tomber plus bas. C'est tous les liens d'amour qui ont été tissés autour de moi et que j'ai tissé aussi, parce que oui, j'ai ma part de responsabilité dans l'amour qui est autour de moi, et c'est ça qui me soutenait tout au long de la maladie. Et c'est ce que je souhaite au monde le plus profondément de mon cœur, c'est d'être ouvert à l'amour, parce que parfois dans la vie de tous les jours, on travaille, on a des soucis, et oui, on sait qu'on a des amis, oui, on sait que la famille est là, mais c'est comme quelque chose qui n'est pas tangible. Et c'est juste de prendre le temps de s'arrêter et de voir tout l'amour dans lequel on baigne. Et parfois, c'est pas l'amour de gens qui nous disent je t'aime, tu es important pour moi. Mais c'est dans les petits gestes quotidiens. Moi, mes parents, ils ont lâché tout ce qu'ils avaient, et ils ont quitté leur maison, ils sont venus habiter chez nous, à des milliers de kilomètres, pour prendre soin de moi. J'ai des amis qui financièrement ne sont pas au top, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont quand même pris le temps de me cuisiner des petits plats. Alors quand je parle d'amour, c'est de prendre conscience de tous ces petits gestes-là, et que tout ça, ça fait en fait un monde bien agréable dans lequel vivre, et qui me rendent bien fière d'avoir des enfants qui vont pouvoir continuer ce grand mouvement d'amour. Et quand on parlait de payer au suivant, je pense que si on redonnait à d'autres personnes l'amour qu'on reçoit, ça serait vraiment un beau monde dans lequel continuer à vivre. Tout ce que tu me dis fait comprendre que effectivement tu as admis que la maladie ne te définissait absolument pas, puisque on t'aime encore plus même malade. Donc où tu t'en es aperçu, on t'aimait déjà autant. Donc vu que la maladie ne te définit pas, est-ce que toi aujourd'hui tu peux te définir? Mais aujourd'hui, je sais que je suis une personne digne d'amour, que je suis quelqu'un qui finalement a beaucoup plus de force intérieure que ce que je pensais. Et la définition aujourd'hui d'Armande, c'est quelqu'un qui travaille en fait à la bienveillance. À la bienveillance d'abord pour moi-même, parce que je me suis rendu compte que c'est la chose la plus importante qui soit, à l'acceptation de ce que je suis, avec mes travers comme mes qualités, pour ensuite pouvoir être bienveillante envers les autres. Je dirais qu'en fait la maladie, c'est pas une fin en soi. Le diagnostic, les traitements et même le pronostic vital, mais c'est une merveilleuse expérience pour apprendre à se connaître. Je n'en avais vraiment pas conscience, mais en fait, tout peut être une expérience. C'est pas forcément nécessaire d'aller s'enfermer dans un monastère, de se trouver un gourou et de demander qu'il nous donne des épreuves. Si on choisit que chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est pas une épreuve ou une calamité qui nous tombe sur la tête, mais c'est un événement ou une expérience qui va nous permettre de grandir, d'apprendre à mieux nous connaître et de nous rapprocher en fait de l'humanité avec un grand H. Ça rend les choses un petit peu plus faciles. Ok. En quoi est-ce que tu remercies ta maladie? Comment tu peux la dépasser avec succès? Alors déjà, en quoi tu remercies ta maladie? Je remercie ma maladie parce que elle m'a permis de prendre conscience que je n'étais pas du tout dans l'instant présent. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui était capable de méditer, de respirer. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des exercices que je pratiquais. Ce sont des exercices que je pratiquais mais que je ne vivais pas. Elle m'a permis d'être plus vraie dans les gestes que je pose. Elle m'a permis aussi de prendre conscience de tout la chance que j'ai, de tout ce que j'ai autour de moi. Je remercie la maladie parce que elle m'a permis de réaliser que je vis dans l'amour, alors que parfois dans le quotidien j'avais l'impression que personne ne se rendait compte de tout ce que je faisais. Donc pour ça je remercie la maladie. Je remercie la maladie aussi parce que quelque part elle m'a obligée à écouter mon corps. Alors j'avais toujours l'impression que j'étais quelqu'un qui écoutait son corps, et je me suis rendu compte qu'en fait je ne l'écoutais pas mais que je lui parlais à mon corps. Je lui parlais pour lui dire allez, t'es capable, un petit peu plus d'abdominaux, un petit peu plus de course à pied, tu vas pas te coucher maintenant, il y a encore des choses à faire, vas-y, t'es capable.
Et je croyais que c'était ça, écouter son corps. Mais en fait, non. Et la maladie, je la remercie parce qu'aujourd'hui, mon corps, je l'écoute. Parce que d'abord, je n'ai pas le choix, parce que si je ne l'écoute pas, il me rappelle à l'ordre. Je suis plus fatiguée, je me lève le matin, j'ai des nausées. Donc, il faut que je sois à l'écoute de mon corps si je veux continuer à progresser dans la guérison. Et je pense pas que j'aurais été capable de ça si la maladie n'avait pas mis un stop, en fait, à la vie que je menais. Tu m'as dit que quand tu avais repris ton travail en septembre de maîtresse des écoles, tu t'étais dit « Oh, j'aimerais bien avoir 3 à 4 mois pour me poser », c'est ça? Ouais. Alors c'est ça aussi, parfois j'avais des amis qui disaient faut faire attention à ce qu'on souhaite parce que le jour où on l'obtient, finalement on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait. Et effectivement, quand j'ai repris le travail en septembre 2016 après les vacances, j'avais envie d'être toute seule, de profiter, d'avoir du temps pour moi. C'est ce que la maladie m'a donné. Et j'ai réalisé que finalement, je ne tenais pas tant que ça. De la même façon que parfois, on se regarde dans le miroir puis oh ben, j'aimerais bien perdre quelques kilos, être plus ci, être plus ça. Moi, la maladie, ben, les traitements m'ont apporté la possibilité de perdre du poids de façon fulgurante. Et aujourd'hui, je dis à la blague, finalement, mon corps, je l'aimais comme il était, j'avais pas besoin de perdre autant de kilos. Donc, c'est aussi ça que la maladie m'a apporté, c'est de prendre conscience que dans la vie de tous les jours, j'étais pas dans le moment présent parce que comme quand on dit je vais être heureuse quand j'aurai la maison que je veux, quand mes enfants seront grands, quand la voiture sera payée, quand j'aurai pu faire le voyage de mes rêves. Mais en fait, je suis heureuse aujourd'hui parce que chaque moment de ma vie, je choisis que ce soit un bon moment. Ça veut pas dire que je suis dans le déni par rapport aux choses difficiles qui arrivent. Mais la maladie, ce qu'elle m'a apporté, c'est la conscience de l'impermanence des choses. Et quand on est conscient de l'impermanence des choses, on s'accroche pas à quelque chose qui fait du bien, on le savoure, parce qu'on sait que ça va finir par passer. Et on s'accroche pas à quelque chose qui nous fait du mal, parce qu'on est capable de se dire ce n'est qu'un moment, ça va passer. Cet aspect-là de la vie, même si c'est des choses qu'on entend, qu'on lit, moi j'ai eu la chance grâce à la maladie d'en faire en fait une expérience profonde et de grande transformation personnelle. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui parfois disent moi quand je serai à la retraite je ferai ça, quand je serai à la retraite je ferai ça, et qu'est-ce que tu peux leur dire à eux? Ben, je peux leur dire qu'effectivement c'est bien d'avoir des projets parce qu'il faut en avoir, mais la question à se poser c'est si c'est ce que je veux pour la retraite, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place aujourd'hui pour tranquillement y arriver. Alors par exemple si c'est de faire un grand voyage, est-ce que je peux me permettre d'en faire des plus petits pour me préparer à ce grand voyage de la retraite? Et qu'est-ce que si jamais ce n'était pas possible de faire toutes ces choses-là à la retraite, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut dilapider son capital en disant de toute façon, comme disent les jeunes, YOLO, on ne vit qu'une fois, mais simplement de dire pourquoi attendre? Pourquoi attendre la retraite? On est conscient qu'aujourd'hui, avec des enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et plutôt que de voir et d'être en attente de tout ce qu'on va faire, mais c'est de se dire, il y a des choses, des belles choses à vivre aujourd'hui. Alors je peux avoir des beaux projets, mais il faut aussi que j'en ai dans mon quotidien. Il faut aussi que j'apprenne à savourer le moment présent, et parce que le problème c'est que quand on a tellement de plans pour le futur, pour plus tard, ben on ne vit pas. On vit pas aujourd'hui. Je sais pas qui a dit que le présent c'est un cadeau. Moi c'est un petit peu ma philosophie de vie aujourd'hui. Si tu me permets, je vais te raconter une histoire que j'ai lue hier dans la salle d'attente, Oui. Justement avant de voir mon médecin. C'est comme si tous les jours tu recevais un cadeau. Tu reçois 86 400 € tous les jours. Tous les matins tu te réveilles et c'est crédité à ton compte en banque. Tu peux en faire ce que tu veux de cet argent-là. La seule chose, c'est que chaque soir au moment de t'endormir, l'argent que tu n'as pas dépensé, il disparaît. Ton compte retombe à zéro. Mais tous les matins à ton réveil, tu es crédité de 86 400 €. Alors, tu peux décider
d'en profiter pour toi, d'en faire profiter tes amis. Tu es libre de dépenser cet argent-là ou de le conserver, mais de toute façon, tous les soirs, ça revient à zéro. Donc, tu peux pas faire l'écureuil et garder pour l'avenir. Et c'est à toi de décider ce que tu fais. La seule chose, c'est que la banque décide à n'importe quel moment qu'elle peut arrêter de te fournir tous les matins 86 400 €. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent-là? Est-ce que tu vas en profiter pour toi ou pour les autres? Et une fois que tu as répondu à cette question, tu réalises que 86 400, c'est le nombre de secondes que tu as à vivre dans une journée. Et tous les matins, ce 86 400 secondes revient. Et tous les soirs, quand tu te couches, il est remis à zéro. Et c'est à toi de te dire qu'est-ce que je fais de ma journée en sachant que ce temps-là qui m'est donné à chaque jour, ce 86 400 secondes, ça peut être repris n'importe quand. Et je trouve que c'est une belle parabole pour dire on peut avoir des projets, mais le moment présent est très important parce qu'il ne revient pas. Et que les si j'avais su et j'aurais donc dû et si on m'avait dit que, mais ça rapportera pas le temps qui vient de passer. D'accord. C'est une très belle histoire et c'est très explicite. Comment est-ce que tu peux ou tu veux dépasser cette expérimentation avec succès, c'est-à-dire quel est ton état physique aujourd'hui, à quel stade tu en es, puisque tu viens de passer un scanner il y a quelques jours, et comment tu as envie de dépasser définitivement cette expérimentation avec succès? En fait, aujourd'hui, ce que j'ai appris de mon médecin, c'est que les traitements ont bien fonctionné pour moi, c'est-à-dire que la tumeur a diminué, ainsi que la présence de métastases dans les ganglions. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé qu'on me dise que la tumeur n'était plus là. Mais dans mon cas, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que le traitement ait fonctionné. Donc, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que ça va bien. Par contre, il faut que j'apprenne à vivre avec le fait que tous les 3 mois, je vais avoir un scanner et que la tumeur peut être revenue, que des tumeurs secondaires peuvent s'être développées ailleurs, que des métastases peuvent apparaître ailleurs dans mon corps. Paradoxalement, la crainte de mon médecin, ce n'est plus la tumeur, mais c'est mon état d'esprit. Comme il m'a expliqué, il y a beaucoup de personnes qui, devant cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, sont plus capables de fonctionner normalement. Ils font des dépressions majeures parce que l'angoisse et l'anxiété prennent le dessus. Mon conjoint était avec moi lorsqu'on s'est fait dire en fait que pour l'instant tout va bien. On a pris le temps d'en discuter et moi, comme je lui ai expliqué, j'ai dit je n'ai pas vécu tous les traitements que j'ai vécus, je suis pas passée à travers la douleur que j'ai éprouvée dans mon corps pour ne pas profiter du temps que j'ai aujourd'hui. Mon choix, c'est de me répéter comme un mantra. Aujourd'hui, je suis guérie, jusqu'à preuve du contraire. Et dans le aujourd'hui, il y a le maintenant. Alors, je trouve que ce serait faire insulte à ce que la médecine, à ce que les gens autour de moi m'ont donné, soit comme amour, comme traitement, que de m'enfermer dans l'angoisse et l'anxiété. Moi, j'ai choisi de profiter de la vie. Alors, je dis pas que j'oublie que j'ai un cancer et que ça ne fait pas partie de mon quotidien. Ça fait partie de mon quotidien, comme une joue qui gratte, ou comme du diabète, ou comme n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je choisis de voir la tumeur que j'ai, qui est toujours en moi et qui sera peut-être toujours en moi, qui peut se réveiller dans 3 mois comme qui peut se réveiller dans 20 ans, comme une maladie chronique à surveiller. Je choisis aussi de faire de cette présence-là dans mon corps un rappel incessant de l'importance de profiter de la vie au quotidien. Et que de m'angoisser et de m'inquiéter de ce qui arrivera demain, encore une fois, ça me fait passer à côté de aujourd'hui. Alors, on a expliqué hier aux enfants que tout allait bien. On leur a pas dit que on a été inquiets pour dans 3 mois. On leur a dit qu'aujourd'hui ça allait, que j'allais être contrôlée tous les 3 mois pour valider ce qui se passait et que au besoin, j'aurais peut-être d'autres traitements à faire. Mais qu'aujourd'hui, j'en avais pas de traitement. Donc c'est ce que je choisis de savourer. C'est ce qui me permet aussi d'avoir une belle qualité de vie. Et j'espère que les gens autour de moi vont aussi faire ce choix. Je peux pas le faire pour eux,
mais je le souhaite vraiment parce que sinon ça donnait pas grand-chose de faire les traitements pour ensuite s'enfermer dans une angoisse indéfinie. Est-ce que ton oncologue, t'avais dit que la guérison, c'est 50% du mental? En fait, il m'a expliqué que le comportement du patient y est pour beaucoup dans la rémission, la guérison. C'est sûr que dans mon cas, mon médecin m'a pas parlé de guérison, mais effectivement, la façon dont j'allais appréhender la vie, la façon dont j'allais choisir de rester positive et confiante aide dans le processus de guérison. Il y a des études qui le montrent. La façon qu'on a aussi de continuer à prendre soin de soi, que ce soit dans la méditation, la lecture et des choses qui nous font du bien, contribue également à faire que la rémission ou bien dans mon cas la latence de la tumeur reste en dormance. C'est important aussi de le dire. En même temps, je pense qu'il faut rappeler aux gens que si la tumeur malgré tout revient, malgré le fait qu'on soit positif, malgré le fait qu'on fasse de l'exercice, malgré le fait qu'on mange bien, il n'y a aucune culpabilité à avoir. On n'est pas responsable de la maladie qu'on porte en nous. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que souvent, on lit des textes qui nous expliquent mais pourquoi on est tombé malade, comment un petit peu se libérer de la maladie. Moi, je pense que c'est important de s'en libérer dans le sens de s'en distancier et de ne pas se l'approprier. Comme j'aime à le répéter, je ne suis pas cancéreuse, j'ai une tumeur dans mon poumon. Comme je pourrais bien avoir un furoncle sur le dos, dans le front, c'est pas la maladie qui me définit. Et je refuse la culpabilité si la tumeur se remet à grossir. Je ne serai pas responsable de ça. Je suis responsable de mon état d'esprit, je suis responsable de mon mental, je travaille à faire de ma vie au quotidien quelque chose d'agréable, je suis responsable de donner à mon corps le meilleur pour lui. Mais la vie peut faire en sorte que malgré tout ça ne suffise pas et c'est pas grave. Je ne serai pas responsable de la situation si elle vient à dégénérer ou tu n'en es pas coupable. Tu n'en es pas coupable. Pas coupable, voilà. Et pas non plus responsable. D'accord. Je sais aujourd'hui que il n'y a rien que j'ai fait dans ma vie, des gestes que j'ai posés qui scientifiquement peuvent prouver que la maladie que j'ai eue vienne de quelque chose que j'ai fait. Après, il y a la façon aussi de choisir sa vie pour justement ne pas s'empoisonner avec des émotions négatives, pour ne pas s'empoisonner avec des restants de culpabilité ou des attentes qui ne seront jamais assouvies. Et quand je parle d'empoisonner, je parle d'empoisonner le mental. Et effectivement, il arrive parfois que lorsque le mental ne va pas bien, le corps ressent et développe également des maladies. Mais je pense qu'il est très 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 important de ne pas se sentir coupable de ce qui peut arriver en termes de maladie. Je pense que l'idée à travers tout ça, c'est de dire encore une fois, aujourd'hui mon corps m'a parlé, ma responsabilité c'est de l'écouter. C'est de l'écouter pour que lui et moi on fasse le plus long et merveilleux chemin ensemble possible. D'accord. C'est vrai qu'on parle souvent de l'origine émotionnelle de la maladie. Est-ce que toi, tu as pensé à une origine émotionnelle qui aurait pu faire qu'une émotion trop pleine d'émotions fasse que finalement, tu écoutes pas ce trop plein d'émotions et que ça se déverse un peu dans le corps pour faire une tumeur? J'y ai pensé. Je sais que ce sont des choses qui circulent beaucoup. Il y a des choses qui ont été prouvées, d'autres non. Donc moi, j'ai fait le choix de me dire oui, peut-être. Donc de me dire mais quel est le contrôle que je peux avoir là-dessus? C'est de régler ça. C'est de régler en fait tous ces restants d'émotions qui n'ont pas été gérés ou que je n'ai pas voulu écouter. C'est de me mettre encore une fois à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mon mental et de l'accompagner dans cette guérison-là, mais sans en ressentir de culpabilité, on est d'accord. Oui, et sans penser hors de tout doute que parce que je ferai ça, forcément je guérirai. Oui, je guérirai, peut-être pas de la tumeur, mais je guérirai de tellement plein d'autres choses que ça ne rendra que ma vie meilleure.
Ben écoute, c'est un très bel enseignement que tu nous donnes. C'est de formidables espoirs. C'est des dizaines de clés que tu viens de livrer à toutes les personnes qui vont entendre ton témoignage, ton fabuleux témoignage. Je te remercie infiniment d'avoir bien voulu te laisser interviewer. C'est quelque chose donc qui va être mis en ligne. J'espère que ça va pouvoir aider le plus grand nombre. Je te remercie infiniment de tout mon cœur. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, je t'aime profondément. Et si jamais tu as dans quelques jours envie de rajouter autre chose, je t'interviewerai à nouveau avec un immense plaisir. Merci Fabiola.